Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad se dote d'un nouveau code pénal. Ce nouveau texte entend lutter notamment contre l'un des fléaux du pays, à savoir le mariage précoce. En Guinée-Bissau, le Premier ministre Umaro Sissoco Embaló a formé son gouvernement, une équipe de 37 membres. La plupart d'entre eux étaient déjà dans le précédent gouvernement dissous. La Tunisie, en pleine crise économique, entend mobiliser près de 4 milliards de dollars, 4 milliards de dollars d'emprunts extérieurs sur l'année 2017. Mais tout d'abord, l'arrivée ce mardi d'une délégation des chefs d'État de la CEDEAO en Gambie. Objectif pour les présidents du Libéria, du Nigeria, de Ghana ou encore de la Sierra Leone désamorcer la crise politique déclenchée par le refus du président sortant de reconnaître sa défaite face à Adama Barrow à la présidentielle. Le président Yahya Jammeh qui a saisi ce mardi 13 décembre la Cour suprême pour demander l'annulation du scrutin du 1er décembre. Au Tchad, le Parlement a adopté lundi 12 décembre un nouveau code pénal. Celui-ci vient remplacer celui de 1967. Innovation et non des moindres du nouveau texte, l'interdiction du mariage pour les mineurs. Un aboutissement dans ce pays où plus d'une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 15 ans. On écoute à ce propos Ahmad Mahamat Hassan, spécialiste en droit constitutionnel. C'est une grande innovation, même si au niveau de la société tchadienne, la question du mariage des mineurs est considérée comme une question beaucoup plus liée à la pratique traditionnelle et coutumière pour la préservation des honneurs familiaux et autres choses comme ça. Mais aujourd'hui, elle est intégrée dans une loi générale et c'est quelque chose d'assez innovant pour l'affirmation des droits de ce genre et notamment les droits des femmes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que la sanction est assez sévère. C'est des peines d'emprisonnement assez graves, allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et c'est des choses extrêmement c'est des peines délictuelles. Non seulement les gens qui marient, les parents qui acceptent de marier leurs enfants mineurs, mais également tous ceux qui seraient complices ou co-auteurs. Et cela, donc, ça concerne tous ceux qui auraient contribué à ce mariage-là, qui constitue une violation des droits des enfants, et notamment une question de la préservation des droits de la femme en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Près d'un mois après sa nomination, le Premier ministre bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a formé son gouvernement, 24 ministres et 13 secrétaires d'État qui ont désormais la délicate mission de sortir le pays d'une crise qui aura duré plus d'un an. Gladys Mwamba, Amira Benjabala, Jean-Pierre. Désignation d'un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau. Près d'un mois après sa nomination par le président José Mario Vaz le 19 novembre 2016, le Premier ministre Umaro Sissoco Embaló a formé son gouvernement ce lundi 12 décembre. Une équipe composée de 24 ministres et de 13 secrétaires d'État avec seulement 4 femmes. La plupart des membres du gouvernement de l'ancien Premier ministre Bassirou Dja, limogé le 14 novembre, ont été reconduits. Effectivement, beaucoup de gens existaient dans le précédent gouvernement, mais ce qui va changer, c'est qu'il y a une partie très importante de l'opposition qui intègre également ce gouvernement suite aux accords sous l'égide de la CEDEAO en mois d'octobre dernier. Un gouvernement de coalition qui s'inscrit dans l'accord de Conakry signé le 14 octobre avec notamment au poste clé Georges Malou, membre de la première formation de l'opposition qui est en charge du ministère des Affaires étrangères. Le portefeuille de l'économie et des finances est attribué au nouvel entrant Joao Aladje Mamadou Fadiane. L'accord qui a été signé en octobre sous l'égide de la CEDEAO prévoit un cahier de charges, prévoit une feuille de route. Et aujourd'hui, ce gouvernement, s'il veut réussir justement sa mission, ne doit en réalité faire qu'appliquer cette feuille de route-là qui a l'empreinte de la communauté internationale et surtout s'éloigner de toute autre forme de tension sociale qui pourrait envenimer
la situation au niveau national. La prestation de serment de cette nouvelle équipe gouvernementale est prévue ce mardi 13 décembre. Sa principale mission sera de sortir le pays des fortes turbulences politiques qu'il traverse depuis août 2015, suite au limogeage par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira. Avec une croissance de seulement 1% et un creusement inquiétant des déficits, la Tunisie demeure en état d'urgence économique et pour y faire face, le gouvernement envisage de contracter près de 4 milliards de dollars d'emprunts extérieurs en 2017. Diaran Ndiaye, Amira Benjabala Jean-Pierre. Relance de la cadence des investissements en Tunisie. Le pays ambitionne de reprendre un rythme d'investissement soutenu tout en trouvant des ressources financières supplémentaires. Pour ce faire, Tunis aura besoin de 8,5 milliards de dinars d'emprunts extérieurs en 2017, soit environ 1 milliard de dollars de plus que les prévisions initiales figurant dans le projet de loi de finances. La première mouture de ce projet avait estimé les besoins du pays en emprunts extérieurs à 2,78 milliards de dollars seulement. Nous sommes encore dans une économie, il faut le dire, dirigiste. L'économie tunisienne n'est pas si libérale que l'on croit, parce que souvent on pense que la Tunisie est un pays à une économie libérale, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a, je dirais, une nouvelle impulsion à donner à cette économie tunisienne. Vous avez des Tunisiens, des entrepreneurs tunisiens qui sont très dynamiques et qui sont inspirés en ce moment, c'est à la mode, d'investir en Afrique subsaharienne. Et il faut aller vers cet élan-là. La stratégie économie de la Tunisie passe ainsi par l'intégration régionale. Sa situation financière, marquée par un faible taux de croissance et une baisse de l'investissement et de l'épargne, pourrait en ce sens être modifiée avec l'appui des pays d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas d'intégration et malheureusement, on a besoin de ce Maghreb fort, que l'Algérie et le Maroc se parlent, que du Maroc jusqu'au-delà du Maghreb, jusqu'en Égypte, on ait une vraie circulation à la fois des personnes, des biens et que la volonté politique qui a été de dire qu'on allait faire le NEPAD à un certain moment, puis l'intégration africaine, qu'on n'ait pas à gérer des querelles de leadership entre l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et d'autres. Je pense que ce n'est qu'à ce prix-là que le Maghreb déjà en lui-même restera un poumon fort pour l'Afrique et qu'il pourra aider, dans ce cas-là, l'Afrique subsaharienne à réaliser elle aussi sa croissance économique en étant moins dépendante de l'aide extérieure comme c'est le cas aujourd'hui. La Tunisie peine à relancer son économie mise à mal par des troubles politiques et des mouvements sociaux incessants, ainsi que par la multiplication des attentats terroristes. Le gouvernement prévoit une croissance économique de 2,5% en 2017, contre un taux de 1,5% prévu en 2016. Le festival Ngouon a refermé ses portes ce dimanche 11 décembre à Foumban, à l'ouest du Cameroun. Ce festival d'art et culture est désormais devenu incontournable. Cette année, ce sont près de 300 000 amoureux de la culture bamoun qui s'y sont rendus. Corinne Camdem. Placés sous le thème de la paix et du développement, les festivités marquant la 546e édition du Ngouon, un festival culturel du peuple bamoun dans l'ouest du Cameroun, ont pris fin ce dimanche 11 décembre. Le festival Ngouon est un moment important partagé par les populations bamoun qui se rassemblent après les récoltes pour émettre leurs idées auprès du roi. Les fervents de la culture bamoun ont donc pu assister au rituel de jugement en public du roi bamoun, le sultan Ibrahim Bombo Njoya, par son peuple à la cour d'apparat du palais de Foumban, samedi 10 décembre. Nous avons largement dépassé nos attentes et nous sommes très fiers, nous sommes contents. Vous voyez, nous courons partout, nous essayons de mettre tout le monde à l'aise et que les choses se passent bien. Le Ngouon est l'un des symboles phares de la culture camerounaise. Ce rendez-vous culturel et traditionnel devenu incontournable dans le pays a accueilli environ 300 000 visiteurs cette année. Une popularité grandissante qui s'est caractérisée par la création d'un village commercial du Ngouon afin de garantir l'accueil de tous les festivaliers. Le nombre de festivaliers augmentait de plus en plus au fil et à mesure des éditions. Donc c'est pour vous dire que le Ngouon, vraiment, vous savez, pendant cette cérémonie, le Ngouon va recevoir la médaille de chevalier de l'ordre national de la valeur venant de la présidence de la République. C'est pour vous dire que le Ngouon prend de plus en plus la valeur et les festivaliers sont de plus en plus nombreux. Cette année, des invités de marque comme le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, Narcisse Moelle Kombi, ou encore Issa Ayatou, le président de la Confédération africaine de football, ont honoré le festival du Ngouon de leur présence.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.